Bonsoir chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver dans Autrement Politique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, la santé des Ivoiriens. Alors que des initiatives telles que la couverture maladie universelle CMU ont été mises en place pour améliorer l'accès aux soins, des défis persistent. Face aux inégalités d'accès aux services de soins et autres enjeux du secteur, la question de la santé publique reste au cœur des préoccupations nationales. Décryptage tout de suite dans Autrement Politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. La santé des Ivoiriens est confrontée à plusieurs enjeux majeurs. Accès aux soins, inégalités, prévention des épidémies. Ces problématiques soulèvent des questions essentielles sur l'efficacité des politiques de santé actuelles et les ressources nécessaires pour garantir une couverture sanitaire équitable pour tous les Ivoiriens. Pour en parler, nous recevons Dr Marie-Ange Aka Adjo, membre du bureau politique du PDCI RDA, secrétaire de la haute représentation du district des Lagunes et délégué communal de Jacquesville, et le docteur Raymond Bleulené, pharmacien et délégué communal du PDCI RDA à Mans et également membre du bureau politique. Bonsoir très chers invités et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Avant d'aborder le thème qui nous réunit ici ce soir, j'aimerais vous demander de partager avec tous les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Alors, deux faits d'actualité m'ont marqué ces derniers jours, cette semaine. C'est surtout que l'ONU a déclaré la famine à Gaza, c'est très important de le souligner, et que l'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace pour crime de l'humanité. Il faut l'enregistrer dans nos petites mémoires. Un fait surtout à attirer mon attention et qu'il faut souligner, c'est que enfin notre président du parti, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, a obtenu son certificat de nationalité, ce qui est une très bonne chose pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci docteur. Docteur Bleulené. Merci, moi aussi j'ai deux faits. Alors le premier, c'est la rencontre qui a eu lieu en fin de semaine dernière avec le président Trump et le président Poutine. Donc deux blocs qui se sont rencontrés en vue de dialoguer et qui a permis une rencontre qui a suivi le lundi avec le président Trump et le président ukrainien Zelensky, avec les leaders européens, en vue d'une possible rencontre entre le président Poutine et le président ukrainien. Cela a attiré mon attention parce que cela démontre que, en tout, comme le président Foubani disait, tout se finit par un dialogue. Et donc, il est important de dialoguer et de ne pas fermer cette porte, surtout quand on est un leader, surtout quand on est président d'un pays. Le deuxième fait, c'est, puisqu'on est dans la semaine, dans 2 jours, c'est la fin des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle, ce serait le président de la CEI qui, en avril dernier, a dit, à juste titre, que la loi impose une RLE annuellement, mais n'impose pas la période de cette RLE. Et donc, en avril, il a promis aux Ivoiriens qu'il y aura une RLE avant la fin de l'année, sûrement après les élections présidentielles, mais avant la fin de l'année. Et il y a, je pense, à peu près une semaine, il s'est dédié en disant d'abord qu'il y aura des élections législatives à la fin de cette année et surtout que la RLE n'est plus possible. Donc je pense que les élections sont assez sérieuses. C'est le futur des Ivoiriens. Je pense que pour pouvoir justement permettre une grande démocratie, il faut permettre à tout un chacun de pouvoir, être inscrit sur la liste électorale et de pouvoir faire son choix. Et l'élection la plus importante dans un pays, c'est l'élection présidentielle. Donc il est important de permettre à ces personnes-là. Et donc jouer en disant on va le faire parce que la loi dit annuellement et après, quelques mois après, dit que c'est plus possible, c'est un peu, je dirais, je pèse mes mots, un peu dommage pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Merci à vous pour ces sujets. On en revient au sujet principal de notre entretien, le système de santé en Côte d'Ivoire. Comment se porte-t-il selon vous, docteur Bleulené? Merci. Alors c'est une question très vaste et qui pourrait nous prendre toute l'émission pour pouvoir répondre, mais on va essayer de résumer et j'imagine qu'on va développer au fur et à mesure. Je dirais que ce système de santé en transition, il a à deux vitesses. C'est vrai, on l'entend souvent, on ne va pas le nier, des constructions d'infrastructures, des renouvellements, réhabilitation d'infrastructures. Mais en réalité, il y a aussi le fait qu'il y a des disparités à l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire. Il y a des grosses différences, des grosses disparités et on a l'impression que la Côte d'Ivoire est à 2, voire 3 vitesses, c'est-à-dire la vitesse de la santé en Côte d'Ivoire, à Abidjan plutôt, excusez-moi,
où ce serait des évolutions, mais à l'intérieur du pays, il reste encore beaucoup à faire, que ce soit dans le financement, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit dans les accès aux soins. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Merci, Dr Bleu-Lenné. Dr Akaadjo. D'une manière générale, le système ivoirien de santé est en progression, est en réforme. Beaucoup de choses ont été faites, dont l'existence de 10 nouveaux pôles sanitaires d'excellence répartis dans toute la Côte d'Ivoire. Simplement, il y a encore des défis à relever. Un fait important est à relever, c'est que 92% de nos structures sanitaires privées sont dans l'illégalité. Elles ne devraient pas être ouvertes. Il faut aussi souligner que 40% de nos structures privées représentent l'offre médicale. Donc, il faut faire un effort sur ce système privé pour que l'offre aux populations ivoiriennes soit optimale. Les 92% d'établissements privés, oui. Est-ce à dire qu'ils doivent être fermés ou Ils n'ont pas d'autorisation d'exercer. Voilà, donc ils devraient être fermés. Ces chiffres-là dont vous nous avez partagés tout à l'heure viennent d'où ? Ces chiffres viennent de l'ADEPS. L'ADEPS, c'est le département... Alors, il faut que la direction des établissements publics sanitaires qui donne les autorisations à exercer. D'accord. C'est sur leur site, on peut trouver. C'est grave, un tel chiffre est assez grave, docteur Bleu-Lenné. Est-ce que vous avez une remarque à faire par rapport à ça ? Non, elle a tout dit. C'est un chiffre qui démontre le besoin de rigueur et le besoin pour l'ADEPS donc de pouvoir contrôler. Parce qu'ils font un travail formidable. Après, il faut des ressources humaines. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Docteur Akaadjo, vous avez parlé tout à l'heure de certaines actions qui sont menées, notamment l'ouverture de 10 pôles d'excellence répartis sur tous les territoires, ce qui sous-entend que le système de santé en Côte d'Ivoire s'améliore. Y a-t-il, en dehors de ce que vous avez cité, des indicateurs objectifs qui prouvent que le système de santé ivoirien s'améliore ? Oui, on peut noter l'expérience de vie. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, elle s'améliore. C'est vrai qu'elle est restée stable environ à 50% de 2015 à 2020 et elle a augmenté environ à 61 ans dans les années 2023. Mais il faut le comparer à la sous-région. Nous sommes en deçà du Mali, nous sommes en deçà du Burkina, nous sommes en deçà même du Ghana. Donc, il faut vraiment améliorer notre espérance de vie pour la population ivoirienne. Merci, docteur Akaadjo. Docteur Bleu-Lenné. Oui, alors, j'aimerais revenir juste pour les profanes. Le système de santé en Côte d'Ivoire est composé d'un système public, donc essentiellement organisé par l'État, privé, et aussi la médecine traditionnelle. Et après, les indicateurs dont on peut juger de manière objective, il y a l'espérance de vie, la mortalité maternelle, mortalité infantile, il y a aussi les accès aux soins. Et Dr Akaadjo l'a bien dit, il y a de l'évolution, mais lorsque l'on compare avec d'autres pays africains de l'Ouest, on se rend compte qu'on est en deçà dans bien de domaines, l'espérance de vie, la mortalité maternelle, c'est-à-dire la mortalité des femmes pour les naissances avérées, la mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité avant 1 an. Et sur ce point, j'aimerais dire, par exemple, il y a une mesure qui a été faite en l'année 2021 ou 2023, les laits infantiles sont revenus dans les pharmacies, dans les officines. Et normalement, c'était au supermarché. Donc, la population ne l'a pas bien comprise et a cru que c'était une manière pour des pharmaciens d'avoir un peu plus de revenus. Alors qu'il n'en est rien. C'est parce que la mortalité infantile était beaucoup plus élevée que d'autres pays d'Afrique, qu'on n'atteignait pas l'objectif de l'OMS, que le gouvernement a dû décider donc de pouvoir avoir des professionnels de santé qui pourront conseiller. Cela démontre donc qu'on est en deçà d'autres pays africains et qu'il y a un besoin de pouvoir améliorer ce système de santé. Un autre exemple, avant de conclure sur ça, c'est par exemple, il y a aussi l'accès aux soins et la perception pour voir si la santé des Ivoiriens s'améliore. Et je sais, l'année dernière, on a tous entendu, on a tous vu une augmentation phénoménale des suicides. On a vu dans différents journaux. Je pense que les chiffres officiels, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 33 pour 10 000 suicides en Côte d'Ivoire. Ce qui est 3 fois supérieur à un pays comme le Ghana,
un pays comme le Bénin, à peu près supérieur au pays comme le Sénégal. Et donc, on se demande pourquoi, si la santé s'améliore tant que ça, il y a une augmentation des personnes qui, malheureusement, sautent la vie. Et donc, c'est ces questions qu'il faut pouvoir y répondre pour se rendre compte qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y a beaucoup qui peut être fait et que les Ivoiriens donc doivent penser à comment choisir qui pourrait améliorer leur santé. Tout ce que vous avez cité se rattache à l'indice de développement humain. Quels sont selon vous les défis majeurs, notamment 3 défis majeurs que vous pouvez citer pour permettre à notre pays de progresser vers un IDH meilleur? Alors l'IDH, c'est 3 composants, c'est la santé, l'éducation et la répartition des revenus sur la population. Donc quand on cite cela, il est évident, je ne vais pas polémiquer sur les chiffres d'évolution parce qu'on n'est pas là, et j'aimerais dire que pour la santé, on ne doit pas polémiquer. La santé, c'est un sujet qui ne doit pas être politique, parce que Socrate l'a dit, il n'y a pas de bien plus précieux que la santé. Donc, pour pouvoir, les défis majeurs, c'est la santé. C'est justement pouvoir améliorer le système de santé, ne pas seulement investir dans les infrastructures, mais investir sur le capital humain. On en reparlera. Ensuite, pour l'éducation, il faut bien sûr bien former, ne serait-ce que les professionnels de santé, mais aussi les populations. Il faut éduquer, donc cela demande un investissement massif, réel et porteur dans l'éducation. Et enfin, la répartition des biens. On a tendance, sans polémiquer, à entendre certaines personnes qui pensent que la répartition des biens n'est pas faite de manière équitable et qu'il y a une disproportion entre certaines personnes qui ont beaucoup plus de biens que d'autres. Et donc, dans cela, il faut pouvoir répartir les fruits de la croissance. Si on dit que la Côte d'Ivoire est locomotive de l'économie de l'Afrique de l'Ouest et de l'UEMOA, il faut que cela se sente, ne serait-ce que dans la santé des Ivoiriens, qu'on soit aussi locomotive à cela. Merci, Dr Bleu-Lenné. Dr Akajo. Alors moi, je voudrais appuyer sur un fait. Pour que notre IDH baisse, il faut surtout faire un effort sur l'inégalité du genre. L'autonomisation de la femme est encore bien en delà de ce qu'il faudrait. On a de gros soucis avec les grossesses en milieu scolaire. Tout ça fait que notre indice, notre IDH n'est pas optimal. Donc il faudrait faire beaucoup d'efforts pour cette inégalité du genre, que les femmes soient plus autonomes. Une femme qui peut mettre un peu d'argent de côté, elle met son enfant à l'école et surtout, elle lui procure les soins dont il a besoin. Est-ce à dire que les initiatives pour l'autonomisation des femmes qui existent ne sont pas efficaces selon vous? Elles ne sont pas efficientes. Il faudrait faire un peu plus. On entend dire qu'il y a la construction de beaucoup d'hôpitaux. Peut-on dire qu'ils sont suffisants et opérationnels? Merci Harris. Effectivement, on entend tous dire, on a vu, je pense que de 2011 à 2021, le gouvernement a investi plus de 300 milliards dans la réhabilitation et construction d'hôpitaux. Le budget actuel de la santé est 700 milliards, le budget de la santé. Il y a eu plus de 1500 milliards, on parle de francs CFA, pour l'investissement dans la santé. À titre de comparaison, les années Oufoué ou les années du président Bédié, le budget de la Côte d'Ivoire ne dépassait pas les 1000 milliards. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'argent, en tout cas qui a été mis. Alors, est-ce que maintenant cela a été, comme Dr Adion l'a dit, efficient? Est-ce que cela a pu permettre d'avoir des résultats, d'avoir une grande augmentation de la santé des Ivoiriens? Et je sais qu'il y a des hôpitaux qui sont construits, mais comme vous le dites, déjà ce n'est pas suffisant dans la répartition, ce n'est pas suffisant dans les spécialités auxquelles ces hôpitaux permettent. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des dermatologues, est-ce qu'il y a d'autres médecins, est-ce qu'il y a le plateau technique qui permet à ces spécialistes de pouvoir exercer leur métier? Et enfin, est-ce qu'il y a les ressources humaines? Et alors, lorsqu'on a fait l'analyse du Plan national de développement sanitaire, on a vu qu'il y a à peu près 13% des établissements sanitaires qui ne disposent des chirurgiens et des pédiatres. 13%. 22% ont des sages-femmes et des obstétriciens. Et pire, seulement 4% disposent des équipements nécessaires au diagnostic. Pour pouvoir soigner, il faut diagnostiquer. Dr Akak, Dieu le dira. Donc si 4% de ces hôpitaux n'ont que des outils pour diagnostiquer, cela veut dire qu'on en construit. On construit des bâtiments, mais je pense qu'il est temps de construire et d'investir dans le capital humain pour permettre justement à plus d'Ivoiriens de bénéficier de ces effets, de ces investissements massifs. Merci, Dr Bleu-Lenné. Dr Akajo, vous avez parlé tout à l'heure
de 10 pôles d'excellence ouverts sur l'ensemble du territoire national, est-ce que les Ivoiriens bénéficient de l'expertise de ces pôles d'excellence-là? Alors, je pense que les Ivoiriens n'en bénéficient pas à 100%. Ça, c'est clair. On a un gros souci au niveau de ces pôles d'excellence, c'est la formation du personnel médical. Le personnel médical est insuffisamment formé. Nous avons des soucis d'approvisionnement de médicaments et nous avons aussi des soucis d'approvisionnement de matériel. Comme le disait le docteur Bleu-Néné, les plateaux techniques ne sont pas très développés et donc les diagnostics sont pas toujours très bien faits. La Côte d'Ivoire fait face depuis quelques années à de nouvelles maladies qu'on appelle les maladies chroniques. Ce sont des maladies non infectieuses comme l'hypertension, le diabète ou encore l'obésité. Nous avons un nombre d'AVC très important, plus important qu'on ne devrait l'avoir parce qu'on n'insiste pas suffisamment sur la prévention. La découverte de ces maladies chroniques-là n'est-elle pas le témoignage que le système de santé en Côte d'Ivoire s'améliore, ce qui permet justement aux professionnels de santé comme vous de diagnostiquer ces différentes pathologies? Le système de santé peut s'améliorer, mais il faut aussi à côté qu'il y ait assez de médecins bien formés pour faire les diagnostics au temps opportun et pas trop tard pour que notre taux de mortalité, dont on parlait tout à l'heure, puisse baisser. Parlons de la formation, vous en avez parlé brièvement. Qu'est-ce que vous pensez réellement de la formation des professionnels de santé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est fait, qui ne marche pas et qu'est-ce qui doit être fait? La formation continue existe, tant dans le privé que dans le public, mais insuffisamment. Elle devrait peut-être être imposée aux médecins de façon régulière ou même aux infirmiers et à tout le personnel paramédical, afin qu'on soit toujours à niveau pour un exercice optimal pour nos populations. Donc je voudrais souligner qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 1,6 médecins pour 10 000 habitants. Il faut le comparer par rapport à la sous-région qui est de 2,5 médecins pour 10 000 habitants. Et au Ghana, ils en ont 3 pour 10 000 habitants. C'est juste pour que vous voyez un petit peu comment on se compare par rapport à nos voisins. Merci, Dr Akaradjo. Dr Bleu-Néné, a-t-on assez de pharmaciens bien formés en Côte d'Ivoire? Alors, on n'en a jamais assez. Ils sont bien formés. J'aimerais justement d'ailleurs tirer le chapeau à l'UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques, à tous les professeurs, et aussi l'UFR de sciences médicales, qui abattent un travail vraiment énorme avec le peu de moyens qu'ils reçoivent. Donc, en ce qui concerne la formation, effectivement, il n'y en a pas assez. Je pense que parmi les normes, une des normes importantes pour l'évolution de la santé, c'est à quelle distance un patient puisse avoir une pharmacie et un centre médical, moins de 5 km. Et ces chiffres sont faits en deçà de la moyenne ouest africaine. Mais lorsque l'on prend un exemple, j'ai vu il y a 2 semaines l'INFAS, donc l'Institut national de formation, l'institut qui est en charge de former les personnels paramédicaux comme infirmières ou PGP, donc ceux qui sont à l'hôpital, a ouvert son concours et ils auraient 10 000 places. Mais pour 10 000 places qu'ils peuvent offrir, il y a eu 160 000 applicants. Je comparais par rapport à l'année d'avant, c'était 130 000. Cela démontre donc que l'État ne peut pas fournir. Il y a des personnes qui veulent justement pouvoir compenser ce manque de personnel de santé, de professionnels qui ont de l'ambition, qui ont de l'envie, mais malheureusement, ils n'ont pas d'offre. Cela démontre que, parce que 9 jeunes sur 10 peuvent pas se faire former et peuvent pas donc permettre à ce chiffre d'augmenter pour pouvoir permettre à la population d'avoir un plus grand nombre de professionnels de santé à moins de 5 km. Donc, il y a encore des efforts à faire. Merci. Permettez-moi d'aborder un autre sujet, la couverture maladie universelle, censée permettre à tous les Ivoiriens d'avoir accès aux soins de qualité. Qu'en est-il réellement de cette mesure? Alors, la CMU, pour les intimes ivoiriens, parce que qui a fait couler beaucoup, donc, est une très bonne idée. Il faut d'abord qu'on mette cela. Il y a déjà eu des prémices autant des idées au temps du gouvernement Bédié. Il y a eu l'assurance maladie universelle qui a été prise en briquet au temps du président Gbagbo, et au temps du président Ouattara, ils ont pris le décret pour la création de la couverture maladie universelle en 2014-2015, dont l'effectivité a commencé en 2019. C'est une très bonne chose. Pouvoir permettre à sa population de se soigner, je ne pense pas qu'une personne puisse dire que c'est mauvais.
Mais, réellement, Monsieur Harris, on va jouer un jeu. Avez-vous la carte CMU? Oui. Vous l'avez utilisée combien de fois depuis que vous l'avez? Pas une seule fois. Ok. Et je pense qu'il y a des personnes dans ce plateau, je ne vais pas me tourner vers eux, mais je pense que c'est pareil. Cela donc démontre qu'en fait, au-delà des discours, comme je l'ai dit, la santé ne doit pas être un discours politique. Les personnes qui travaillent à la CNAM travaillent d'arrache-pied pour pouvoir permettre d'enrôler. Donc il y a plus de 23 millions de personnes enrôlées. Mais entre l'enrôlement et l'effectivité de l'usage, je pense qu'il y a un grand gap. Il y a un grand gap et on peut le dire, la CMU n'atteint pas encore le niveau de service. Je pense que ça couvre moins de 30% par rapport à d'autres pays qui existent. Il faut voir comme le Ghana qui a plus de 30%, même le Rwanda qui a plus de 80% de couverture avec l'assurance maladie. Donc il est temps que la CMU, que la carte ne reste pas une carte dans la poche, mais qu'elle permette l'entrée aux patients pour pouvoir se soigner. Donc, il est temps que la CMU soit vraiment effective et qu'elle puisse permettre à toute la population ivoirienne de se soigner. Merci, Dr Bleulené. Dr Akaadjo. Oui, Dr Bleulené a tout dit sur la CMU. Effectivement, aujourd'hui, on a un taux d'enrôlés d'environ 68%, avec un peu plus de 20 millions d'habitants, de 20 millions d'enrôlés. Mais en pratique, ça marche pas très bien, on va dire. Cette carte, elle devrait permettre, en fait, à tout un chacun d'aller à l'hôpital, de payer des consultations un petit peu moins chères, des examens un petit peu moins chers, mais ce n'est pas efficace. Je ne sais pas qui l'utilise, cette carte. En tout cas, dans nos environnements, même dans le public, elle n'est pas utilisée. Apparemment, certains établissements sanitaires publics l'utiliseraient, certaines pharmacies aussi, à peu près 1200, c'est ce qui est dit dans les chiffres. Mais en réalité, qu'en est-il? C'est un très très bel instrument qu'il faudrait vraiment développer, déployer pour le bien-être des populations ivoiriennes. Et je veux renchérir juste pour les 1200. En fait, toutes les pharmacies l'acceptent. Parce qu'il y a 1200 pharmacies en Côte d'Ivoire. Donc, on veut l'accepter. Ça a mal commencé au début parce que le système qui avait été pris de commander des médicaments et donner ça aux pharmacies qui n'étaient pas dans leur stock. Donc, on a eu des pertes en milliards de francs CFA, de pertes de médicaments, malheureusement, parce que c'était pas le bon système. Il faut aussi dire que ça prend pas toutes les pathologies chroniques en charge, mais ceux qui l'utilisent, surtout dans ce mois d'août, parce qu'il y a eu, justement, je vais pas dire que c'est un appel, ils ont permis aux personnes, qu'ils aient des cartes ou pas, de pouvoir utiliser les bons CMU pour pouvoir justement améliorer l'utilisation. Mais ça reste homéopathique, vraiment homéopathique, et il faut pouvoir permettre à plus de personnes de bénéficier de cette excellente idée. Parlant de l'utilisation de la CMU, à quel niveau exactement le problème se situe? Alors, je vais essayer de l'expliquer par des termes très clairs, très simples. Un patient vient chez moi avec sa carte de CMU. Il me dit, madame, voilà, votre consultation coûte 15 000 francs, mais moi j'ai ma carte qui me permet de payer 2 000 francs. Qui me paye le gap? Donc, tous ces petits systèmes ne sont pas encore mis en place. Donc, c'est pour ça qu'elles ne fonctionnent pas très bien. Le gouvernement a fait d'énormes efforts sur l'enrôlement. Comme le disait le docteur Bleulené, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui à entre 20 et 23 millions de personnes enrôlées pour la CMU. Sachant que cette CMU, elle coûte 1 000 francs par personne. Donc vous voyez la masse... Par mois. Par mois, vous voyez la masse que cela fait, mais elle n'est pas efficace. Aujourd'hui, cette carte est obligatoire pour passer le permis, pour s'inscrire à l'université. Elle devient obligatoire pour obtenir quel que soit le document public. Mais dans les faits, on a du mal à l'employer. Merci, docteur Bleulené. Oui, juste pour dire, effectivement, la problématique, c'est vraiment la sensibilisation et l'information. Déjà, le gouvernement, effectivement, pour pouvoir favoriser l'enrôlement, a rendu obligatoire dans certaines procédures. Donc, des personnes, les Ivoiriens, ils savent qu'ils doivent aller avoir la CMU. Mais une fois qu'ils l'ont, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la connaissance, que ce soit eux ou certains professionnels de santé, comment l'utiliser. Donc ils l'ont dans la poche, comme j'ai dit, c'est la personne dans la poche. Ils arrivent en centre de santé, moi j'ai la CMU. Mais l'établissement qui le reçoit n'a pas forcément la procédure pour pouvoir, comme on dit, le prendre en assurance et pouvoir ainsi permettre aux patients de payer le moins de coût qui est là. Donc c'est vraiment, il faut une coordination entre les professionnels de santé.
il faut pouvoir sensibiliser et aussi leur permettre d'être remboursés pour pouvoir que puisse permettre cette utilisation. Et ensuite, quand on vient à la pharmacie, là, comme c'est sur bon, c'est un peu plus facile parce que le bon qui a été émis suit son cours, mais ils n'ont pas l'information et la couverture des médicaments n'est pas forcément l'optimale. C'est ce qui explique cela. C'est une question aussi de confiance. Les Ivoiriens ont entendu qu'avec 1000 francs par mois, je me fais soigner. Et depuis que ça a été entendu, ce n'est pas encore effectif. Donc les Ivoiriens n'y croient plus. Donc c'est un problème de confiance et de culture pour pouvoir être utilisé. Est-ce qu'il y a eu des entreprises, des démarches entamées par les organisations des professionnels de santé pour justement améliorer ces différents points que vous avez mentionnés? Oui, comme je vous ai dit, je vais prendre l'exemple des pharmaciens, c'est ce que je maîtrise le mieux. Au début, la CMU, le modèle c'était quoi? C'était l'État via une centrale d'achat, donc ça veut dire payer des médicaments génériques qui choisissaient et qui mettaient ça dans les stocks dans les pharmacies, mais les stocks n'appartenaient pas aux pharmacies. C'est comme si on vient mettre une boîte chez vous, Monsieur Harris, on dit vous touchez pas, mais toute personne qui va venir, vous lui donnez. Donc vous savez que c'est là, mais c'est pas vous qui avez commandé la boîte. Et quand ça arrivait, et donc il faut que la personne vienne. Mais vous êtes ici, Monsieur Harris, et pour qu'une personne arrive chez vous, ça met 1 an. En attendant, sur la boîte, vous voyez que la boîte, il y a des périmés, parce qu'il y a une date limite. Et donc, malheureusement, alors que c'est un stock qui était chez vous, vous ne pouvez pas l'utiliser puisqu'on vous a dit que non, c'est certaines personnes qui vont venir. Et ces personnes ne sont jamais venues pendant 1 an. Et donc, tous ces médicaments, et je vous dis, c'est des milliards de francs CFA, ont été périmés dans la plupart des pharmacies de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était ça. Donc après, il y a eu donc rencontre, pour répondre à votre question, entre la CNAM et l'Union nationale des pharmaciens privés pour pouvoir justement améliorer et démontrer que ce modèle n'était pas le plus efficient et que les pharmacies ont déjà des stocks. Donc pourquoi ne pas utiliser ces stocks-là pour pouvoir servir les patients qui viennent, et cela éviterait que ça se périme et ce n'est pas le coût au contribuable, c'est-à-dire vous et nous, de payer ce coût, puisque c'est le stock des pharmacies. Et donc, c'est ce qui a été fait. C'est pour cela qu'il y a eu une petite envolée dans l'utilisation en pharmacie, parce que maintenant, ce n'est pas le stock de la CNAM, c'est chaque pharmacie a son stock, et quand le bon arrive, on prend dans son stock. Donc, cela permet l'utilisation. Merci, Dr Blonene. Dr Akaadjo, est-ce que du côté des médecins, il y a eu des démarches vis-à-vis des autorités pour améliorer le système de remboursement des professionnels? Alors, il y a eu certes des démarches dans certains établissements sanitaires, mais malheureusement pas dans tous. On sait que la CMU est en cours de déploiement. Alors, peut-être que ça va arriver dans tous les établissements, dans les établissements privés, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure d'importation de médicaments. Comment expliquer que la Côte d'Ivoire importe encore la majorité de ces médicaments? Ah, Monsieur Harris, ça, vous touchez un côté sensible pour moi, parce que moi, quand j'étais jeune, je voyais à la télévision, on nous parlait de 7 à 8% de médicaments produits en Côte d'Ivoire, et donc ça faisait à peu près 93 importés. Je ne vais pas vous dire ça remonte à quelle époque. Et donc, c'est pour cela que moi, personnellement, je suis allé faire industrie pharmaceutique quand j'ai fini mon bac, pour pouvoir justement permettre de pouvoir contribuer. Et après l'industrie, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut une grande volonté. Il faut une volonté pour pouvoir permettre de produire, d'augmenter la production de médicaments, où on est à 7-8% par rapport à certains pays qui sont comme le Ghana. Je ne prends pas toujours le Ghana comme exemple, mais le Ghana ou même le Nigeria qui sont à 30%. On a vu pendant la Covid l'importance de la production locale. Donc, il faut que cela rentre dans une réalité et non un slogan. Il y a des personnes, des pharmaciens, des entrepreneurs de qualité en Côte d'Ivoire. Il y a 7 ou 8 unités industrielles en Côte d'Ivoire. Il faudrait déjà pouvoir les aider à pouvoir produire, à pouvoir faire distribuer ces médicaments, parce qu'ils ont déjà l'expertise. Donc, en plus de cela, il faudrait une formation plus accrue pour les différents types de métiers dans l'industrie pharmaceutique. Parce que lorsque l'on produit un médicament, il y a différents types de personnes derrière. Il y a celui qui produit, il y a celui qui nettoie, il y a celui qui pense à la recherche. Et il y a tout un bataclan de métiers qu'il faudrait favoriser dans la formation. Il faudrait financer et investir. Ensuite, on a des produits naturels, qu'on appelle les produits médicaments améliorés, où
comme je vous dis, il y a de quoi se faire des champions de l'industrie à base de plantes. Et donc, c'est vraiment une volonté, pour résumer, une volonté politique qu'il faut. Parce que le marché n'étant pas assez grand, il faut que l'État puisse vraiment intervenir et aider. On a l'exemple de l'Algérie qui a réussi cela et qui a augmenté sa production à plus de 60-70% parce que l'État les a aidés à pouvoir justement aider par des mesures fiscales et vraiment des mesures aussi d'accompagnement pour pouvoir permettre à l'industrie de se développer. Vous savez, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est 30 millions d'habitants. L'Afrique de l'Ouest, c'est à peu près 300 millions d'habitants. Il serait bien justement que l'on puisse coordonner de manière régionale la production pharmaceutique. On a vu pendant la Covid le transfert de compétences au Sénégal. Ils ont pu travailler pour pouvoir faire des vaccins, par rapport à contre la Covid. Il serait bien que l'État puisse voir parmi les compétences présentes qui veut être les champions de tel type de médicaments et qu'on puisse leur permettre de le produire et pouvoir exporter dans toute la sous-région. Cela permettra donc un développement fort. Et qui dit développement de l'industrie pharmaceutique dit réduction des coûts, forcément. Donc réduction des coûts des médicaments, donc accessibilité aux soins, et donc les patients pourront se soigner beaucoup plus facilement en ayant beaucoup plus de médicaments à leur disposition. Merci, Dr Bleu-Lenné. À condition que cette réduction de coûts soit ressentie par les patients. Bien sûr, et cela, c'est un mécanisme, cela va de soi. C'est vraiment, c'est une volonté, en résumé, il faut une volonté étatique forte, il faut un financement, il faut de la compétence, et tout cela pour permettre à la population de se soigner. Merci, Dr Bleu-Lenné. Dr Akadio, pensez-vous que l'amélioration de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire facilitera le travail aux médecins comme vous? Oui, tout à fait. Malheureusement, on a eu une très mauvaise expérience au moment du Covid, quand nos patients allaient en réanimation et qu'on s'est retrouvé en rupture parce que la France et les autres pays importateurs se sont trouvés, ne pouvaient plus nous en fournir. Donc là, on a eu vraiment de gros soucis. Et je pense que une disposition de molécules, même faites localement, améliorerait sensiblement notre pratique courante. Quelles réformes vous paraissent prioritaires à court terme pour améliorer l'accès aux soins en Côte d'Ivoire et améliorer de manière globale le système de santé dans le pays? Il faut réduire l'inégalité aux soins. Il faudrait que chacun, en sortant de chez lui, fasse moins de 1 kilomètre où il peut trouver un hôpital avec un plateau technique minimum où on pourrait faire un diagnostic. Je le dis avec des mots très simples pour qu'on comprenne. Si on arrive à faire ça, ça sera déjà très bien. Tout habitant en Côte d'Ivoire devrait pouvoir se soigner. On a tous les outils possibles. Il faudrait que ces outils soient efficaces pour cette population. Merci, Dr Akadio. Dr Bleu-Lenné. Oui, et donc, Dr Akadio l'a résumé. Si je peux me permettre, en 3 points. D'abord, un financement. Il y a ce qu'on appelle la déclaration d'Abuja qui demande à tout État de pouvoir avoir une part dans le budget national par rapport au budget national de la santé. C'est 15%. Malheureusement, beaucoup de pays n'y arrivent pas. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on est aux alentours de 5%. Donc, première réforme importante, financer beaucoup plus pour atteindre, même ne serait-ce que comme le Ghana qui a 10 à 12% de son budget. Il faut savoir que les dépenses de ménage sont une grande part de financement dans la santé. Cela veut dire que vous, Harris, moi, on paye directement pour se soigner en attendant que la CMU marche. Donc, il est important de pouvoir justement augmenter la part de la santé dans le budget de l'État pour pouvoir faire cela. Deuxième réforme importante, on a dit, il n'y a pas assez de professionnels de santé. On est parti sur le global, mais si l'on parle en spécialité, je sais même pas, je prends un exemple parce que j'en parlais avec un ami. Combien de podologues, ceux qui s'occupent des pieds, Dr Akadio est diabétologue, elle sait bien que le diabète entraîne des conséquences au point de vue du pied. Mais combien de médecins podologues, donc il y en a en Côte d'Ivoire? Des spécialistes, il n'y en a pas assez. Donc il faudrait investir massivement sur le capital humain. Je pense qu'on a beaucoup investi sur la brique, si je peux me permettre ainsi, mais il est important d'investir sur le capital humain. Et enfin, je finirai par ma propre gouverne, les médicaments.
Parce qu'une fois qu'on a l'infrastructure, une fois qu'on a l'humain et que malheureusement on tombe malade, il faut bien la solution des médicaments. Donc il faut pouvoir augmenter la part de la production locale, faire toutes les réformes possibles pour pouvoir permettre aux patients, à la population ivoirienne de se soigner à moindre coût. Merci à vous, très chers invités. Nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs un dernier message, si vous le souhaitez. Alors, on était là donc pour parler de santé. On a un système de santé en Côte d'Ivoire qui est, moi je dirais, en cours de performance, mais il y a encore de très gros défis à relever en matière d'équipement, en matière de capital humain avec la formation du personnel médical et paramédical, avec la réduction de l'inégalité à l'accès aux soins. Voilà, on a tous ces efforts à faire pour notre population. Merci, Dr Akaradjo. Dr Bluleni. Merci, Harris. Alors, comme mot de fin, je dirais, en tant que pharmacien et aussi en tant qu'homme politique, ce n'est pas suffisant de construire des infrastructures, des établissements de santé pour que la population se soigne. Donc, il est important de commencer à penser au capital humain. Il est important de commencer à penser à investir dans la formation des professionnels de santé et de permettre aussi une plus grande production locale de médicaments et de mettre de côté la santé, la politique plutôt, dans la santé. Il est important parce que la santé est le bien le plus précieux. Je finirai parce que on dit lorsqu'un homme marche, il laisse des traces. Le président Tidjane Thiam, dès qu'il a pris le BNET, a très vite compris la santé est importante pour la population, pour les employés des grands travaux qui est devenu BNET. Il a mis une infirmerie en place. Il a surtout permis une couverture maladie pour ces employés-là. Donc il l'a fait parce qu'il a compris que c'est important. Donc, il est important aussi pour la population de comprendre, qui comprend que c'est important de se soigner et qui comprend comment trouver des solutions. Parce que au-delà qu'il a fait en 1994, dans sa carrière, il a eu à travailler dans l'assurance. Donc il a eu à comprendre les problèmes de santé et il a eu à trouver des solutions pour cela. Donc vous le verrez par des voies plus appropriées que les nôtres. Il y a un programme sur la santé dense, pensé, prévu et qui permettra aux Ivoiriens d'être vraiment la locomotive de l'Afrique de l'Ouest et même de l'autre, aussi dans la santé, grâce à ce programme. Merci. Le président Tidjane Thiam a fait découvrir aux Ivoiriens ce que était l'IDH, parce que je pense que beaucoup ne savaient pas ce que c'est. Donc, c'est vu l'importance que ce mot a et ses indices ont pour lui. Et je terminerai aussi en disant que la santé est un trésor qu'on ne découvre que lorsqu'on est malade. Alors, prenez bien soin de vous. Merci à vous. La santé est un pilier fondamental du développement d'une nation. Malgré les efforts, il est impératif que les autorités, les professionnels de santé et la société civile collaborent étroitement pour renforcer le système de santé, assurer une distribution équitable des ressources et garantir un accès universel à des soins de qualité. La santé des Ivoiriens ne doit pas être un privilège, mais un droit fondamental. Merci à vous, très chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans Autrement Politique. D'ici là, portez-vous bien.